Je vais vous résumer ce livre, Petit déj et goûter pauvre en sucre. On va voir une série de conseils de recettes pour libérer vos enfants du sucre. Ça s'intéressera beaucoup aux enfants, mais on verra que ça concerne aussi tout le monde. Ce livre a été écrit par Magali, qui est diplômée en diététique et en philosophie. Elle est actuellement diététicienne et nutritionniste en cabinet libéral. Nous allons voir la table des matières, qui comporte une première partie en introduction assez détaillée qu'on va résumer ensemble, et une deuxième partie en pratique qui sont des idées et des conseils avant de passer aux recettes qui occupent l'autre moitié du livre. Et à la fin, il y a un index des ingrédients assez pratique aussi pour pouvoir trouver quoi faire en fonction des ingrédients dont on dispose. Alors voilà, la problématique est la suivante. Les glucides ultra transformés, raffinés et ou rapidement digérés et assimilables sont partout. Dans les gâteaux, dans tous les produits industriels, on va en retrouver vraiment partout. Et on va voir qu'ils ne sont pas sans causer des inconvénients qui peuvent devenir majeurs. Elle nous résume déjà de manière assez détaillée, quand on parle de glucides, de savoir de quoi on parle. On parle de sucre bien sûr, mais on va distinguer le glucose et le fructose qui sont des sucres simples et qui sont naturellement présents dans les fruits. Puis le saccharose qui lui est très présent dans la betterave sucrière et qui fait généralement notre sucre de table. Le lactose qui est un sucre que l'on va trouver dans le lait et tous les produits laitiers. Il faut savoir par exemple que 100 g de yaourt nature sans sucre ajouté contiennent 5 g de lactose, donc 5 g de sucre. Puis il y a le maltose qui est présent dans le malt, la bière notamment. Nous avons enfin tous les amidons qui sont des longues chaînes de sucre que l'on va retrouver très présents dans les légumineuses et dans le maïs, le blé et tout un tas de céréales. En résumé, les aliments classiques du petit déjeuner ou du goûter sont en général très riches en glucides. Et au final, qu'apportent ces aliments du commerce à l'organisme en pleine construction de nos enfants? Eh bien, pas grand-chose de bon, comme nous allons le voir. Donc tous ces aliments du supermarché sont des prêts à digérer. Ils sont très riches en glucides et ils ont un index glycémique très élevé. Ils vont pouvoir générer un pic de glycémie dans l'organisme qui va avoir en réaction ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, donnant des coups de barre et des fatigues. Et ces glucides agissent aussi sur l'humeur et sur le comportement. Sur le long terme, si l'alimentation est trop riche en glucides à index glycémique élevé, eh bien les cellules, à force d'être sollicitées, vont devenir de plus en plus résistantes à l'insuline. C'est ce que l'on appelle l'insulinorésistance. Une alimentation trop riche en glucides, à index glycémique élevé, va favoriser le surpoids et l'obésité. Et une des conséquences, cela pourra favoriser l'accumulation des graisses dans le foie, aboutissant à ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose hépatique non alcoolique. N'oublions pas que ce que nos enfants mangent aujourd'hui détermine en grande partie leur santé future. Alors pourquoi nos enfants sont-ils accros au sucre? Ce goût du sucre, il est inné, c'est très simple. Par contre, au-delà de 6 mois, le sucré n'est pas plus d'attrait que le salé, sauf si on l'entretient. D'où cette volonté d'avoir une éducation et des explications pour le plus grand nombre pour sortir un peu de ce circuit vicieux du sucré. Plusieurs études ont montré le côté addictif. Le sucre en fait est l'équivalent de l'alcool pour nos enfants, donc méfiance. Et pourquoi nos enfants sont-ils attirés par la malbouffe? Elle nous explique assez en détail, je vais résumer. Il y a à la fois l'eurosensation mémorale, qui correspond au final à la mémorisation d'une sensation ressentie lorsque l'on mange un aliment. Et les entreprises alimentaires dépensent des millions pour savoir quoi faire pour entretenir cette mémoire. Il faut savoir aussi que les recettes industrielles vont chercher des bonnes compositions entre les différents macronutriments, mais aussi des exhausteurs de goût, tout ça pour stimuler le cerveau et donner envie d'en reprendre. Ils étudient aussi la dynamique de contraste avec la combinaison des différentes sensations en bouche pour là encore avoir un effet waouh et l'envie d'y revenir. La réponse salivaire aussi va être étudiée, et aussi le phénomène de disparition de la densité calorique, qui fait que l'aliment en bouche va disparaître assez facilement, et cela va inciter à continuer à en manger, avec même des difficultés à s'arrêter. Et ils vont enfin éviter l'écœurement, là encore, de manière à ce qu'on puisse en manger toujours plus. Mais heureusement, de nombreuses études ont montré que moins une personne consomme de mauvais aliments, moins elle en a envie.
Alors voilà, elle nous détaille aussi dans le chapitre suivant tous les dangers de ces goûters qui sont de piètre qualité et qui contiennent une foule d'additifs. On va avoir à la fois des glucides à index glycémique élevé, des huiles raffinées, très peu de protéines et beaucoup d'additifs alimentaires, les E400, etc., des phosphates, des colorants et des nanoparticules qui vont servir à la fois en tant que colorants mais aussi d'agents blanchissants, voire opacifiants, avec aussi des propriétés de conservateurs. Je vous montre un exemple ici dans les pages d'introduction pour montrer aussi le côté graphique et assez ludique pour lire et cheminer dans ce livre. Alors comment rompre avec le sucre? Eh bien déjà, ne pas renoncer. Quand on fait goûter à un enfant un nouvel aliment, souvent quand il ne va pas aimer, on va avoir tendance à se dire qu'il n'aimera jamais cet aliment. Mais en fait, il faut savoir qu'il est nécessaire d'avoir eu un aliment en bouche 10 à 15 fois avant de pouvoir dire si on l'aime ou pas. L'autre conseil est d'y aller progressivement. On va pouvoir familiariser de manière progressive en mélangeant des aliments avec des aliments que l'enfant adore. On conseille aussi de varier les saveurs et les recettes pour ne pas s'habituer, de ne pas mettre systématiquement le côté sain en avant, avec les enfants qui auront tendance à associer le côté sain avec un mauvais goût, bien sûr de montrer l'exemple en mangeant de tout soi-même, mais aussi de lui enseigner l'alimentation en lui apprenant à reconnaître les fruits, les légumes, en lui expliquant que l'on prépare à manger, en par exemple cuisiner en famille, peut être très utile. Il va aussi pouvoir goûter les composants dans les plats. Ça fait partie de l'éducation qui me semble indispensable. On peut aussi aller au marché ensemble, et là on pourra choisir ensemble des aliments, ceux qui lui feront plaisir, et on pourra aussi rajouter ceux qui nous semblent importants. On pourra organiser des après-midi cueillettes avec nos enfants, regarder aussi des livres de recettes illustrés ensemble, et puis, non des moindres, apprendre à décrypter les étiquettes des emballages, et expliquer aussi les stratégies marketing et de la publicité qui visent avant tout à rendre les gens dépendants et surtout tous ces accompagnements autour des enfants, sur les couleurs, les cadeaux, etc., qui sont surtout faits pour le rendre accro. Et enfin, un dernier conseil, de créer une atmosphère de repas chaleureux, puisque la perception du goût et des saveurs dépend aussi de l'ambiance globale qu'il pourra y avoir à table. On voit ici les 4 principes pour se déshabituer du sucre, donc ne pas proposer tous les jours la même chose. Par exemple, tout ce qui peut être sucre ajouté, on va éviter qu'il soit présent chaque jour. On pourra garder ce genre de choses pour certains goûters ou petits déjeuners et certains jours sans. On pourra diminuer progressivement les quantités de sucre ajouté dans nos propres préparations en y allant doucement et ça se fait très bien. Le troisième point, c'est de varier toujours et encore ce même conseil très important. Et à travers cette variété, là encore, on va pouvoir casser des habitudes. Et puis enfin, ne pas hésiter à donner du peps avec des épices, de la cannelle par exemple, qui est souvent appréciée avec tout ce qui est pommes et autres fruits. Et là encore, cela demandera moins de sucre. On va retrouver un goût et une saveur agréable qui fera que le sucre ne sera pas une nécessité. Et le sucre, en final, c'est tellement plat au niveau des saveurs que ces épices les remplaceront aisément. Après, elle nous parle de ce que doit comporter réellement un petit déjeuner équilibré. Déjà, pour un enfant qui va à l'école, effectivement, il peut avoir besoin de manger le matin. Tant qu'à faire, autant faire en sorte qu'il n'ait pas ce coup de barre et ce pic d'insuline qui fera cette baisse d'énergie sur les coups de 10-11 heures. On va donc garder un apport alimentaire qui nous fera de l'énergie distribuée lentement à l'organisme. On aura impérativement d'autres sources d'énergie que les glucides seuls, et on pourra associer des graisses ou des aliments gras, des huiles, du beurre cru bio, des oléagineux, du fromage de chèvre, etc. Des protéines, comme du fromage, encore des oléagineux, voire des œufs ou de la charcuterie. On va s'attacher à ce qu'il y ait des apports en micronutriments essentiels pour la santé en général. Et on souligne bien le fait que les graisses sont indispensables au développement des tissus, notamment du cerveau. Et certains acides gras sont essentiels, comme les oméga 3 dont on a tendance à beaucoup manquer. Quant au goûter, en final, qu'est-ce qu'il doit pouvoir apporter? Eh bien déjà, il faut penser qu'il peut rééquilibrer un déjeuner trop riche en glucides. Surtout quand l'enfant mange à la cantine et qu'on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir manger. On privilégiera des goûters d'aliments riches en graisses et en protéines, comme par exemple une poignée d'amandes, de noix ou de noisettes. Cela pourra aussi compléter un déjeuner trop léger, grâce à un goûter constitué par exemple d'une crêpe au souchet, des choses qui tiennent bien.
On pourra aussi introduire des catégories d'aliments non consommés au cours des précédents repas. Et enfin, dans le cas non souhaitable, mais ça arrive, c'est la vie, cela peut permettre d'attendre jusqu'à l'heure d'un dîner plutôt tardif. On passe à la partie en pratique, où là on va privilégier les aliments riches en nutriments. On va choisir des farines pauvres en glucides ou à défaut à index glycémique bas. Elle nous liste les farines à bannir, comme par exemple tout ce qui est farine blanche de blé, T45 ou T55, ou encore des farines de millet, de riz ou de maïs qui sont à indice glycémique très élevé. Quant aux farines à privilégier, elle nous parle de la farine de coco, de la farine d'amande et la poudre d'amande, de la poudre de noisette, de noix ou de coco. Et parmi les farines un peu plus riches en glucides, elle nous cite les intéressantes suivantes: de la farine de kamut intégrale, de la farine de seigle intégrale T170, qui pourrait servir entre autres à faire des petits pains, les farines de légumineuses, et on verra que différentes recettes y font appel, des farines de blé intégrale T150, des farines de petite épeautre intégrale, et bien sûr la farine de sarrasin, ou encore appelée blé noir. A savoir que ces farines listées juste avant apportent un goût sucré. Elles permettent donc aussi de diminuer la quantité de sucre mis dans nos recettes. Elle nous cite différentes autres farines aussi, peu connues, mais qui sont intéressantes à découvrir. Elle nous cite les sucres à éviter absolument. Bien sûr, le sucre blanc, mais aussi le sucre blond, qui n'est en fait qu'un sucre blanc coloré, qui va contenir beaucoup trop de saccharose et qui n'aura que peu d'intérêt nutritionnel, car très pauvre en vitamines et en minéraux. Le sucre de coco aussi n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il est très proche du sucre. Il est constitué de 70 à 80% de saccharose, et le fructose, enfin, a un pouvoir sucrant très élevé, et il est à éviter pur, il n'a son droit de cité que complet dans les fruits. Maintenant, les sucres à privilégier, mais à petite dose. Le sucre de canne complet, appelé muscovado ou encore rapadura, c'est un sucre de canne pur, déshydraté, qui contient du coup beaucoup de minéraux, des vitamines, des acides aminés, et qui reste le sucre ajouté le plus intéressant. Le miel aussi est un moyen efficace pour diminuer la quantité de sucre intégrée dans les recettes. Et on a enfin le sirop d'agave. Il y a un chapitre sur les bonnes graisses où elle nous détaille effectivement les apports en oméga 3 à travers des beurres bio ou des œufs de poule nourris aux graines de lin, etc., etc., l'huile de colza. Ces conseils qui reviennent très souvent, voir mes autres vidéos aussi. Elle nous parle des bienfaits de l'huile de coco vierge extraite à froid. Et puis une part importante est dédiée aux oléagineux que l'on peut cuisiner et aussi manger bien sûr crus et trempés. Puis elle insiste sur les sources de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Elle va nous lister ces sources et on retrouvera ça dans ses différentes recettes. Et bien sûr on n'oubliera pas les fibres à travers les fruits frais, secs, les légumes et les farines complètes qui pourront composer les différentes recettes. Un point sur les jus de fruits et les compotes. Attention, il reste une source importante de glucides. Et dire qu'un fruit égale un jus de fruit égale une compote est tout simplement une hérésie. On est bien loin de cette simplification quand on s'intéresse aux détails de ces affaires. Et les compotes sont des aliments mous, très faciles à avaler, prêts à digérer et qui ne rassasient pas. L'idéal est donc de proposer un fruit entier, de varier les fruits et de choisir ceux qui sont le plus intéressants d'un point de vue nutritionnel, où là elle nous liste les oranges, le kiwi, les petits fruits comme le cassis et les fruits rouges, et les clémentines que les enfants aiment beaucoup en général. Elle insiste pour dire que la meilleure boisson pour les enfants, c'est l'eau, avec un petit conseil pour réaliser une aqua fresca, où il suffit en fait de placer des fruits et ou des herbes fraîches découpées dans une carafe d'eau, de l'eau filtrée bien sûr, et de laisser infuser 12 € minimum. À ce moment-là, l'eau va prendre un goût délicat et ça permettra de plus facilement boire de l'eau qui, au final, ne sera pas sucrée. Elle développe tout un chapitre sur les laits animaux avec quelques mises au point intéressantes. Déjà, elle nous rappelle de préférer le lait frais et bio. Cependant, au-delà d'un an, elle nous dit pas plus de 250 ml par jour. Premièrement, il n'y a aucun bénéfice pour les os à consommer plus de calcium ou de produits laitiers. Elle détaille ce point qui là aussi revient assez souvent. Deuxièmement, parce que beaucoup d'enfants qui se mettent à rejeter le lait le font parce qu'ils ne le digèrent certainement beaucoup moins et que cela va leur générer un inconfort digestif. Et enfin, troisièmement, à la dose de 3 à 4 produits laitiers par jour, de nombreux problèmes de santé peuvent apparaître. Au-delà de 2 verres de lait, il y a un risque d'anémie par carence en fer. Elle nous renvoie aux différentes études sur le sujet. Il y a aussi un excès d'hormones.
d'œstrogène, insuline et de facteurs de croissance. Tout ça peut aboutir à des diabètes de type 1. 3 à 4 produits laitiers par jour favorisent l'acné de l'adolescente. Là encore, elle donne des références. Et enfin, il y aurait 3 fois plus de risque de cancer de la prostate chez des hommes qui ont consommé beaucoup de lait dans leur adolescence. Elle nous liste toutes les sources de calcium autres que les produits laitiers, avec les crucifères, les légumineuses, les fruits, etc. Elle nous parle des jus végétaux, appelés de manière exagérée laits végétaux. Ils sont sans lactose, que ce soit les laits d'amande, les laits de coco, les jus de noisette. Tout ça nous apporte des propriétés intéressantes et on en retrouvera dans pas mal de ses recettes. Et elle nous parle aussi des besoins particuliers pour les petits sportifs, en nous rappelant que c'est pas la peine d'avoir un plat de pâtes. Elle nous donne des conseils intéressants sur ce sujet, en n'oubliant pas les matières grasses. Elle nous donne des conseils pour s'organiser pour la semaine, en ayant d'avance 2 à 3 variétés d'oléagineux, quelques variétés de fruits, du pain complet, du beurre cru, des œufs et quelques fromages. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cartable alors? Eh bien, le premier réflexe, ça va être d'investir dans des boîtes à goûter. Boîte à fruits et une gourde, bien sûr, puisqu'on va remplacer les produits industriels avec leurs petits sachets. On va donc devoir se préparer des petites boîtes pour pouvoir mettre nos préparations. Elle nous donne des conseils pour un petit déjeuner express, avec par exemple un œuf à la coque, avec une tranche de pain multicéréales au levain, je rajouterai bio, et par exemple un kiwi. Ou on pourrait prendre 30 grammes de céréales maison avec différentes recettes qu'elle indique, avec un peu de lait végétal, avec aussi une clémentine par exemple. Ou encore 30 grammes de fromage avec une tranche de pain, plus d'autres pistes. Il est à noter ici qu'elle n'aborde pas les associations alimentaires. Effectivement, en formation de diététicien, ce ne sont pas des choses que l'on aborde. Donc on pourra aussi être attentif au mélange en voyant ce qui passe bien pour un enfant et ce qui sera peut-être plus délicat pour d'autres. Elle nous donne aussi des idées pour des goûters express, avec par exemple une poignée d'amandes, de noisettes, de noix, ou un porridge à base de flocons d'avoine fait à l'avance, ou un fruit, ou un yaourt, ou encore une tranche de pain. Et voilà quelques exemples de recettes issues de livres, avec ici un muesli maison, avec des flocons de sarrasin, ou des flocons d'avoine ou d'épeautre. Donc on va retrouver autre chose que du blé, des produits qui sont intéressants par tous leurs apports et toutes leurs compositions. À partir de là, bien sûr, on peut broder et imaginer soi-même plein de variations autour de cette idée. Mais on pourra aussi œuvrer un peu pour faire des gâteaux qui ressemblent aux gâteaux de ses petits copains, avec ici une idée de recette pour avoir des Oreos. Pour l'été, on a ce genre d'idée assez sympa pour faire des glaces maison, où on va retrouver en finale du yaourt et des fruits. Et cette base de pâte à tarte intéressante, où on va retrouver de l'avocat et de la poudre d'amande. Et voilà notre idée de gâteau sans farine classique, composé de bananes, de noix de coco en poudre, d'un œuf, et le produit sucrant ici étant le miel, et comme il est indiqué, il est optionnel. Une recette sympathique puisqu'elle est crue, où là on va avoir de la mascarpone, de la poudre d'amande, et quelques fraises, et là encore on sucre un petit peu aussi si on veut. Et enfin une panna cotta à base de crème de coco, un peu d'agar-agar pour gélifier l'ensemble. On va retrouver le côté épice, pour donner un petit parfum sans avoir besoin de sucrer en plus, le miel étant encore facultatif. Et pour terminer, voici un extrait de l'index des ingrédients qui va permettre de se repérer dans le livre en fonction des ingrédients dont on dispose. J'en arrive à mes conclusions personnelles, ce livre est très centré sur les enfants. Les conseils apportés valent pour tout le monde en fait, donc on verra que chacun pourra en retenir quelque chose. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur le mal du sucre, puisqu'effectivement le sucre reste un sujet prépondérant pour beaucoup d'entre nous. Et nous avons dans ce livre des explications qui sont suffisantes pour bien comprendre les enjeux, bien comprendre les théories autour de ce sucre. Cela nous permettra aussi de bien intégrer que le sucre, c'est aussi les produits laitiers, les farines blanches et tous ces sucres cachés dans les produits industriels. Les recettes et les astuces pourront donc servir pour les petits comme pour les grands, en apportant de nouvelles solutions, de nouveaux plaisirs gustatifs, pour toujours améliorer notre cheminement vers la pleine santé. Je vous invite à rejoindre cette chaîne si vous voulez la supporter ou découvrir une version étendue de cette vidéo avec encore plus d'exemples. Voilà pour le résumé de ce livre.